dernière intervention, celle d'Emmanuelle Chiappano-Pierillo, qui est architecte, historienne de formation, également commissaire d'exposition, notamment chargée de la programmation au FRAC Centre. Avant. Vous avez également une activité de recherche sur ce que vous appelez l'architecture à la limite, c'est-à-dire l'architecture en relation avec d'autres sphères disciplinaires, et particulièrement à l'art. Vous avez également contribué à la publication qu'on peut voir là, le premier numéro de Spatium, à travers un entretien qui aborde l'architecture à l'ère post-digitale et plus particulièrement le rapport de l'architecture à sa matérialité au temps numérique. On vous écoute. Merci. Bonjour. Merci beaucoup. Merci également à Jean-Marc Zuretti, à Valérie Gasque, à Joséphine Valenza et puis à toute l'équipe des enseignants-chercheurs et de l'administration pour leur invitation et leur aide dans l'organisation du colloque. Et donc je vais pour ma part prolonger les réflexions qui ont déjà été entamées cet après-midi par Marie Bagneri sur la conception numérique, mais en abordant plus particulièrement la question de la place de la matérialité dans l'architecture que l'on qualifie de computationnelle, pour faire référence justement à la puissance de calcul qui est celle de l'architecture aujourd'hui. Et je vais particulièrement m'intéresser aux dernières expérimentations sur les systèmes discrets, que sont les algorithmes génératifs. Je vais m'intéresser également à l'émergence corollaire, donc à cette architecture computationnelle, en relation avec la théorie des sciences et les sciences humaines, la théorie politique et la philosophie également, de ce qu'on pourrait qualifier d'un néomatérialisme. Un néomatérialisme qui dépasse le matérialisme philosophique traditionnel, atomiste et mécaniste, et élargit le matérialisme historique qui, comme nous le savons, s'intéresse pour sa part aux contraintes matérielles dont sont chargées ou dont sont porteuses les structures humaines, qu'elles soient économiques, politiques ou sociales. Ce néomatérialisme, il prend en compte la vitalité de la matière, des substances, de l'objet, de l'artefact, et plus largement, il reconnaît une puissance d'agir non humaine, une agencivité telle que l'a nommée et telle que la conceptualise Bruno Latour, qui est un terme fort déplaisant à l'oreille s'il en est, mais qui est fondamental pour comprendre le retournement conceptuel auquel une certaine frange de l'architecture est aujourd'hui confrontée. Ce néomatérialisme, il est à interroger dans notre époque post-numérique, qui est celle, comme on l'a vu, des outils de simulation, de modélisation, des outils paramétriques, le big data également, et aussi au regard de la tradition architecturale du modèle, qui est aujourd'hui devenue abstrait, qui était historique, qui était culturel, et qui a basculé dans l'abstraction en basculant vers la simulation. Alors, pour quelqu'un qui va parler du numérique, je m'excuse parce que j'ai des compressions d'images qui font que certaines sont d'assez mauvaise qualité. Mais voilà, alors avant que certains d'entre vous ne poussent des cris d'orfraie, j'en passe par une précaution qui est que l'architecture dont je vais chercher de vous parler aujourd'hui, eh bien, c'est une proto-architecture. C'est évidemment une architecture qui est alors à la limite ou à la frange, je ne sais pas comment il faut la qualifier, ou en amont. Mais en tout cas, c'est une architecture qui s'inscrit dans la droite ligne des expérimentations historiques citées par Valérie Gasque en introduction, citées dans l'argumentaire du colloque. Alors, Anne-Valérie parle de la Glaser-Neuquette, moi je pourrais parler de De Stijl, et puis jusqu'au blob, jusqu'à ces architectures numériques dégoulinantes qui ont peuplé les années 90 et 2000. Il s'agit donc d'une proto-architecture qui serait une forme de recherche, d'expérimentation matérielle, technique, technologique, également processuelle, qui fait se rejoindre et se confondre ce que Michel Foucault nomme les espaces corrélatifs, que sont donc la théorie d'une part et la pratique de l'autre. Une proto-architecture donc où l'acte de construction se situe autant sur le plan de la pensée que sur celui matériel. Cette proto-architecture, elle indexe l'imaginaire, qu'on qualifie un peu trop rapidement d'utopie, à la rationalité. Les ambitions et les aspirations humanistes s'y formalisent dans une quête de régularité et embrassent le qualitatif, l'accidentel, les catastrophes, le discontinu et le volatile. Vous voyez ici une des
une des images qui sont assez fondamentales pour comprendre justement la théorie des catastrophes de René Thom, qui a beaucoup travaillé les architectes du numérique. Dans le cas de l'architecture computationnelle, cette indexation en fait, de l'imaginaire et du rationnel, elle en passe par l'algèbre et par le calcul, qui arrache l'architecture à l'historicisme et au culturel, pour réaffirmer au contraire le potentiel de l'abstraction et du générique. Et là, vous voyez une autre image fondamentale, puisqu'elle a été publiée par Darcy Thompson dans On Growth and Form, ouvrage qui revient aussi comme vraiment une référence pour tous ces architectes qui, à partir des années 90, s'intéressent au numérique parce qu'il lui confère une puissance morphogénétique, et on y reviendra. Voilà, donc c'est exactement ce point que je voulais aborder, qui était que finalement l'architecture avec le numérique, elle s'est déplacée vers une conception réellement dynamique de la morphogénèse et de l'émergence, rendue directement opératoire par l'intégration verticale des technologies de conception, on en a vu, de visualisation et de fabrication, et la formalisation des logiques d'assemblage et d'agrégation, notamment grâce à la robotique. On abordera dès lors ici des processus qui relèvent plus de la génération que de la conception au sens traditionnel et qui opèrent indépendamment des échelles, et ça c'est fondamental, un même processus opère du local au global. L'une et l'autre de ces conditions, que j'ai rapidement abordées, morphogénèse et assemblage, permettent de reconnecter les expérimentations actuelles à une généalogie antérieure au digital à proprement parler, à une généalogie matérialiste, donc, qui s'oppose autant à l'idée que le modernisme seul aurait été le domaine du rationnel, qu'à l'idée que l'architecture digitale relèverait quant à elle de l'immatériel et du chaotique. Les outils numériques, et notamment les processus de simulation qui ont été importés en architecture dernièrement à partir du domaine scientifique, permettent aujourd'hui d'ouvrir l'architecture à une complexité que seule la matière spontanée, pour ne pas dire naturelle, possédait, et on l'avait cité, le paysage, la biologie auraient pu produire une telle complexité, et aujourd'hui finalement le numérique nous permet de tirer l'architecture vers des régimes ouverts, vers des régimes hétérogènes de qualification de l'espace. Par-delà la fragmentation et le relativisme qu'on classe du côté du postmodernisme, c'est une pensée d'hétérogénéité fondamentale qui se fait jour aujourd'hui, qui opère non pas contre la rationalisation du moderne, mais contre l'homogénéisation, et ce qui aussi apparaissait dans l'argumentaire du colloque comme cette rationalisation des données, c'est plutôt finalement cette homogénéisation qui est combattue par toute cette généalogie d'architectes en fait, qui indexe imaginaire et rationnel, et c'est donc une forme d'homogénéisation qui a été reprochée au modernisme appauvri de l'après-guerre, par exemple. Donc très tôt, en fait, il y a déjà un travail du nombre et du calcul contre cette idée appauvrie de la rationalisation. Alors pourquoi il importe aujourd'hui d'embrasser ces deux notions, à mon sens, émergence et assemblage? C'est qu'au-delà de la dimension épistémologique propre à l'architecture, il faut en comprendre toute la portée politique et symbolique. En effet, les sciences humaines et la théorie politique se sont saisies également de ces notions, qui viennent donc soit du champ scientifique, soit du champ des théories de l'information. Et il y a les philosophies réalistes aussi qui s'en sont saisies, les philosophies matérialistes et pragmatiques, et elles leur ont conféré une vitalité, elles leur ont conféré une puissance propre pour expliquer le monde, elles les ont érigées en modèles d'intelligibilité du réel et d'organisation aussi, à travers tous les domaines, humains et non humains, et donc, comme je le disais, à travers les échelles. Ces lignes de pensée, donc notamment des philosophes qui influencent beaucoup les architectes computationnels aujourd'hui, il y a certains philosophes qui travaillent particulièrement ces notions, qu'on va rapidement croiser, qui sont Manuel Delanda, Ray Brassier, Timothy Morton, également des gens comme Graham Harman, qui est le défenseur de l'Object Oriented Ontology, donc une ontologie orientée objet qui emprunte à la programmation orientée objet. Et pourquoi il nous faut embrasser ces deux notions? Justement, puisque je disais qu'elles sont chargées d'une puissance politique et symbolique, c'est que dans notre époque de mutation environnementale radicale, où nous naviguons entre un discours post-apocalyptique et un positivisme techno-utopique, elles peuvent finalement nous permettre de penser une écologie politique qui transcende les dualismes traditionnels entre nature et culture, sur laquelle notre civilisation est quand même
fondées et qui nous permettent de transcender aussi les dualités entre l'humain et non-humain, qui redéfinissent ce nous qui, pour Tristan Garcia, dépend de nos systèmes de découpe du réel. Il nous faut alors prendre acte de ce tournant matérialiste comme porteur de promesses pour une éthique nouvelle, pour une pensée qui embrasse dans un même mouvement l'écologique, l'économique et le politique. Mais il nous faut aussi, et c'est fondamental à mon sens, dans un même temps, les critiquer avec ardeur et en offrir donc une lecture, disons, qui discerne et qui explique et qui explore. Il faut encore questionner les conséquences, car on verra notamment que cette pensée de l'hétérogénéité ne s'obtient philosophiquement qu'au prix de la revendication d'une équivalence ontologique du matériel dans toutes ses manifestations, humain et non humain à nouveau, vivant et non vivant. En architecture, nous croyons que cette pensée de la rematérialisation passe par la pensée du numérique en propre, et donc par l'idée agitée dans les années 90 et 2000 que le numérique serait le domaine de l'immatérialité, de l'expérience hors corps, flottant dans des environnements numériques interactifs, qui seraient enfin libérés, et c'est, je pense, le rêve de beaucoup d'architectes, libérés de la gravité. Ce que vous voyez ici, c'est le New York Stock Exchange, très compressé, conçu par le bureau Asymptote à la demande donc de la bourse de New York, qui a créé un double numérique, une salle des échanges numériques. C'est en 99-2000, c'est resté actif pendant un certain nombre d'années. C'est donc bien un environnement virtuel, au sens où on entendait virtuel dans cette décennie-là. Et aujourd'hui, contre cette idée qu'il y aurait donc un virtuel numérique dématérialisé, il faut réaffirmer que les processus de simulation non seulement reconnaissent l'architecture à la matière, au monde physique, mais renversent aussi l'organisation, le rapport à l'organisation de la matière, qui de logique, qui de fondé sur des modèles d'intelligibilité linguistique, est devenue causale, d'une causalité certes non linéaire, donc a priori non prédictible, mais malgré tout causale, et donc fondée sur des modèles empiriques concrets. Le développement de l'intelligence artificielle, ou plutôt la capacité des machines à apprendre, ce qui est encore différent de ce qui est à proprement parler de l'intelligence, a pour effet que nous déléguions toujours plus nos représentations du monde à ces systèmes de modélisation et de simulation qui nous sont extérieurs. Et il faut écouter ce qu'on a à nous dire sur ces points les épistémologues tels que Frank Varenne ou Giuseppe Lango, quand ils nous disent que ces systèmes se rapprochent toujours plus du réel, de par leur précision granulaire, d'une part, puisqu'ils arrivent à des niveaux de résolution, contrairement à mes images, qui sont extrêmement élevés, puisqu'ils peuvent aussi intégrer en temps réel des données concrètes et les manipuler. Et on est en effet aujourd'hui capable d'intégrer, donc comme je le disais en temps réel, des données issues de champs tout à fait différents qui peuvent être climatiques, économiques, sociologiques, etc. etc. Donc les modèles manipulent des données qui rendent compte d'une certaine quantification du réel. Et ces modèles donc sont en passe d'une certaine façon de coïncider avec le réel, puisque vous en aurez la validité, et ils permettent en plus sa transformation sans plus d'intermédiation. En architecture particulièrement, qui fait usage du potentiel de ces modèles, non seulement le potentiel descriptif, analytique, mais aussi son potentiel fondamentalement génératif, il nous faut discerner et critiquer ces systèmes, comme je disais, parce qu'ils opèrent sur des biais humains. Ils ne sont pas autonomes, contrairement à ce que certains architectes aiment à penser. Ils sont fondés, d'une part, sur une certaine compréhension du réel, sur un effet de rétroaction. Donc on projette dans le réel, c'est une certaine conception qui nous revient via ces outils, et puis il l'altère, il le plie, il le modèle, ce réel. Et dans le cas de l'architecture, finalement, critiquer ces modèles et essayer de discerner la façon dont ils fonctionnent, ça revient à poser la question du monde, du commun, du monde que nous construisons, et du monde que nous pouvons formaliser et donc habiter et partager. Alors, j'en viens, rassurez-vous, un peu plus à l'architecture, et notamment à cette idée sur laquelle était fondée une part de l'argumentaire, qui était que l'architecture numérique serait une architecture de la dématérialisation, où serait enfin ce moment tant attendu par l'architecture, où le rêve de la dématérialisation prendrait corps, pour d'une certaine façon jouer dans l'oxymore.
Bien, donc c'est vrai que, et puis je vais venir réfuter cela, j'en suis navrée à Valérie, mais je vais essayer de vous emmener voir d'autres façons justement de questionner cette architecture. Alors j'en viens rapidement à une historique qui est simplement de rappeler qu'en fait les outils numériques de modélisation, avant tout ce qu'on appelait les spline modelers, ont été intégrés en architecture d'abord aux États-Unis évidemment, et puis dans une toute petite frange de l'académie, et même pas de la discipline, dans les années 90. Et ces années 90, dans justement le débat qui a accompagné cette introduction et puis cette généralisation progressive des outils, eh bien, il a été marqué par plusieurs notions récurrentes. La fascination pour le cyberespace en tant que dimension parallèle, justement flottante, immatérielle, pour le virtuel aussi. J'avais consacré mon mémoire d'histoire d'architecture à cette notion, parce qu'il y a une sorte de collusion de tout un tas de définitions du virtuel qui fait qu'on l'a mis à toutes les sauces pendant les années 90 et 2000 jusqu'à ne plus vraiment savoir ce dont il était voilà, le terme. Et puis la fluidité, et là je vous illustre ça avec un de ces projets un peu phares des années 90, parce que cette fluidité elle était entendue au sens matériel, au sens théorique et aussi au sens spatial matériel, parce que justement il s'agissait de pouvoir réinjecter dans le réel tous ces flux, toutes ces courbes, toutes ces formes, justement tous ces blobs, toutes ces courbes de Moebius qu'on avait tant de facilité à modéliser dans l'espace dit virtuel, et qu'il s'agissait ensuite tant bien que mal de matérialiser. Alors là, vous voyez un des pavillons d'expo d'une expédition dédiée à l'eau, mais qui est resté en place, qui est toujours visible aujourd'hui, qui est donc ce pavillon de l'agence de l'art Spraybrook, qui s'intitule Nox et qui a été réalisé en 97. Et puis vous voyez un autre projet assez fondamental de ces années-là, alors qui a été finalisé en 2002 et qui était de Foreign Office Architecture, que je pense que vous devez connaître parce qu'il avait été largement publié, qui était donc le terminal du port de Yokohama au Japon. À nouveau, on retrouve cette architecture topologique qui se veut fluide. Alors on voit que la fluidité elle est un peu forcée par moments, elle est un peu bégayante, mais il y avait encore à l'époque une sorte de césure entre ce que l'on pouvait modéliser et puis la réalité du monde de la construction. Et on voit que visiblement ça survit aussi encore aujourd'hui, mais il y a quand même des moments comme ça de reconnexion. C'est ce que je voudrais vous montrer maintenant. Donc, il y a à mon avis deux façons d'aborder cette question d'une dématérialisation possible de l'architecture en lien avec le numérique, et je vais le faire brièvement ici, tout d'abord sur le plan épistémologique, en questionnant la compréhension de l'architecture numérique comme étant dématérialisée, parce que purement conceptuelle, ça a été largement reproché justement à cette frange d'architectes, et puis aussi sur le plan ontologique, parce qu'il nous semble que c'est celui à partir duquel l'architecture pourrait justement recommencer à penser l'universel, puisqu'il manque, à mon sens, et c'est un point de vue personnel, largement aujourd'hui dans les débats architecturaux, ou du moins le commun, si ce n'est pas l'universel. Donc l'insistance dans les années 90 par les critiques et les théoriciens d'architecture, mais aussi par les architectes qui eux-mêmes pratiquaient le numérique, sur l'idée de processus de conception dynamique. Donc je vous ai montré Darcy Thompson, il y avait vraiment cette idée de vraiment l'architecture allait devenir un organisme évolutif, mutant, dans cet espace virtuel justement dématérialisé et sans gravité. Et il y a eu donc une affirmation de cette conception dynamique, de la codification du processus par le biais de l'algorithmie, et sans qu'il soit nécessaire d'ailleurs d'en passer par la fabrication ou la matérialisation de l'objet. Finalement, on pouvait, comme ici dans l'Embryological House de Greg Lynn, comme ça décliner, moduler ce silicium jusqu'à autant de fois et de façon génétique. Et cette insistance justement sur le processus plutôt que sur l'objet a pu donner à croire, et à tort pense-t-on, excusez-moi, que l'architecture renouait avec ce que Lucie Lippard avait qualifié d'art, de dématérialisation de l'œuvre d'art en 68, qui était que la réalisation pouvait être réduite à une proposition conceptuelle. La proposition conceptuelle qui déterminerait donc les processus de production et la forme finale, mais sans nécessairement les faire advenir. Alors,
Greg Lynn a été un des premiers justement à formaliser ses recherches sur une architecture génétique avec des impressions 3D que vous voyez ici, qui sont dans la collection du Centre canadien d'architecture. Vous voyez bien que chaque objet n'est finalement qu'un élément d'une déclinaison et d'une évolution algorithmique, calquée sur l'évolution génétique. Et il y a donc eu cette seconde notion qui était celle du non-standard, sur laquelle on a largement insisté à force d'expositions, de publications, de débats, de colloques, qui qualifiait donc la nature de ces artefacts numériques et qui donc venait qualifier justement des objets qui étaient singuliers, bien qu'ils soient automatisés. Et cette idée de non-standard, à mon sens, a aussi conforté l'idée que les qualités sensibles de l'objet architectural finalement ne seraient valables qu'en tant que données d'une règle ayant présidé à leur organisation, qu'en tant que modulation d'un processus dynamique. Donc, il en découle que l'existence phénoménale de l'objet architectural renverrait ainsi à un a priori conceptuel, que l'objet matériel relèverait de propositions en termes logiques, viendrait valider une théorie, serait la réalisation empirique d'un possible rationnellement déterminable à l'avance, donc dans cet espace numérique, à partir d'une axiométique spécifique. Cette lecture s'est montrée extrêmement fructueuse, puisqu'elle est parvenue à placer l'architecture numérique dans la droite ligne de toutes ces expérimentations et de cette architecture conceptuelle qui, depuis les années 50, ne cesse de proclamer l'élargissement du domaine architectural, ne cesse de questionner les limites de la discipline, de chercher de nouvelles définitions, comme avec Lancelin qui proclame Analysis Architecture en 68, tout ce que l'architecte fait finalement serait architecture. Et donc cette architecture numérique, elle a été d'une certaine façon intégrée à cette histoire, une histoire de l'architecture conceptuelle. Elle est rentrée dans cette généalogie. L'appréciation théorique qui en a été faite, c'est aussi ancré à cette généalogie. Et ce qu'on oublie un peu souvent, c'est que ce qui a aussi justifié qu'on ait cette lecture-là, c'est que les figures fondatrices de ce basculement vers le numérique, ce sont les grandes figures de l'architecture conceptuelle des années 60, 70, 80. C'est donc Peter Eisenman, qui est le premier aux États-Unis à travailler sur FormZ, le premier logiciel utilisé dans les écoles d'architecture, qui le développe carrément. Et puis Bernard Tschumi, qui lui, lorsqu'il était digne de Columbia dans tout début des années 90, a fondé le Paperless Studio, qui était le premier studio de conception dans une université intégralement numérique, donc les étudiants n'avaient plus le droit au papier et au crayon. C'était une pure expérimentation, et les auteurs les directeurs en étaient Greg Lynn, qu'on voit ici, et Ali Rachid de l'agence Asymptote, qu'on a vu plus tôt. Et ces deux figures emblématiques, c'est vraiment cette génération qui a constitué le chaînon, qui a acté la fin du dessin, en passant elle-même au diagramme, et puis la fin du diagramme en passant au code, et en conservant la puissance générative du diagramme, mais en même temps en encapsulant la précision de l'action dans le code. Alors aujourd'hui, on voit qu'on a largement fait évoluer autant les outils de conception que ceux de fabrication, et donc de visualisation de données, mais aussi de matérialisation, ce qui permet une fabrication avec un degré de précision et de tolérance extrême. Et c'est donc en ça qu'on peut, à mon sens, réfuter justement cette idée que l'architecture numérique serait une architecture de la dématérialisation. Elle a peut-être été pendant un très bref instant au début du numérique, mais aujourd'hui, elle ne peut plus être considérée comme étant purement analytique, comme conceptuelle ou fictionnelle, au contraire. Elle est dans un processus de rematérialisation. Ce que vous voyez ici, c'est par exemple de l'impression 3D qui est développée par Lafarge avec une start-up d'architecture qui est Extri, et vous avez un exemple qui a été réalisé l'année dernière, à nouveau, très petite échelle. On est sur des choses presque précieuses, mais on commence à avoir des éléments intégralement imprimés en 3D en béton, donc sans plus aucune intermédiation entre le concepteur et la réalisation. Donc il y a une intégration verticale de ces technologies de conception et de fabrication qui permet une relation d'identité parfaite entre le processus algébrique digital et sa formalisation, au contraire de l'écart qui existe normalement toujours entre justement l'objet d'art conceptuel et l'idée dont il est issu, ou entre le modèle empirique et la théorie le décrivant. Force est de constater donc que l'artefact numérique entretient désormais une relation d'identité absolue avec le processus dont il est issu. Et vous voyez un autre exemple, puisqu'avant on était sur la visualisation de données, ici on est sur un processus robotique d'assemblage. Je peux en parler rapidement parce que j'étais donc au Fraxcentre quand on a réalisé cette performance qui est le fruit du travail de Gramazio Color et Raphaël Odindrea qui sont à l'ETH
qui travaillent encore sur des processus d'assemblage robotique. Là, c'est donc une tour de 6 mètres de haut, composée de briques de polystyrène, qui a été intégralement assemblée, sans aucune intermédiation humaine pendant le processus. Donc, ça avait été scripté, mais ensuite, les robots, pendant 3 jours, ont assemblé la tour. Ils étaient plusieurs, ils s'auto-organisent, ils interagissent, ils se repèrent dans l'espace et ils parviennent à assembler cette tour qui a on va le voir, une architecture relativement complexe. Alors Christian Girard, donc, qui est un architecte et théoricien qui travaille sur le numérique notamment, dit que, et je cite, « Concevoir et fabriquer numériquement, collectivement, un architecte peut concevoir sans aucune rupture entre l'idée et sa réalisation, entre la représentation devenue une composante et un sous-produit parmi d'autres de la modélisation-simulation et l'architecture construite. La modélisation-simulation introduit donc une littéralité en architecture, une capacité à travailler sans perte, de façon exhaustive et exacte, de façon continue entre conception et réalité physique. Cette intégration donc des techniques, elle permet une forme de reconnexion avec le faire, l'architecture dans sa dimension construite. Alors, à nouveau, ça augure on en est au balbutiement, mais quoique. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a l'intégration des modeleurs 3D, des systèmes paramétriques, du BIM dans les agences, bon gré mal gré d'ailleurs, et des techniques de visualisation et de matérialisation de données, la robotique. Et pour vous citer l'exemple le plus poussé que je connaisse, il y a même le neurodesign qui permet, alors là il n'y a plus aucune intermédiation puisqu'on peut concevoir en 3D directement à partir d'un casque qui capte les signaux cognitifs. Donc là c'est même plus le file to factory, donc du fichier à l'usine, c'est le brain to factory, et là on passe encore à des niveaux ultérieurs, mais simplement pour vous dire que ce sont des architectes qui sont à la pointe sur ces recherches-là. Donc l'architecture s'aligne en cela, avec des années de retard, il faut bien le dire, sur les autres domaines de production, et s'ouvre à la possibilité d'une automatisation toujours plus grande, avec tous les avantages, puis tous les périls qui sont liés à cette automatisation. Et on a entendu, c'était passionnant, parce que moi j'en parle de façon très extérieure, mais ce que sont finalement ces outils paramétriques qu'utilisent la plupart des architectes qui travaillent avec les outils numériques, aujourd'hui travaillent avec des outils paramétriques. Ce que je vous montre moi, c'est vraiment une frange. Mais les outils paramétriques, ce sont donc des outils qui permettent que les aspects quantifiables, et vous me corrigez si je me trompe, mais que ce qui est quantifiable, donc la dimension, les positions, le poids des matériaux, soit rendu variable et modifiable. Et puis on peut même lier ces différents paramètres pour créer un système réseau. Voilà, donc on est finalement dans on conserve le degré de complexité, on conserve le degré de complexité tectonique, matérielle, ornementale, même si on souhaite, on assure une certaine performance de l'artefact, puisqu'on peut coupler la puissance de calcul avec la capacité à fabriquer à tolérance zéro, avec des buses extrêmement fines. On peut même imaginer l'hybridation totale, l'hétérogénéité des artefacts numériques. Et ce que vous voyez ici, c'est aussi un exemple d'architecte qui explore l'impression 3D, mais biocellulaire. Donc ce que vous voyez là, c'est un motif qui est inspiré du travail sur les taches du Rorschach, qui était une tentative de créer un ornement purement cellulaire. Donc à nouveau des architectes qui travaillent là-dessus, et vous voyez là que finalement cette matière que l'on peut analyser, traiter et ensuite manipuler, imprimer, designer, elle est vivante aussi. Après, les questions d'éthique sont abordées un autre jour. Mais ce qu'on voit donc, c'est qu'il y a finalement une hybridation et une hétérogénéité. Donc à nouveau, on peut intégrer des données, des entrants, on va dire, des inputs, pour utiliser un anglicisme assez horrible, de tous les domaines, à travers toute la chaîne de production et à travers toutes les échelles. Alors, je ne vais pas rentrer parce que bon, je dépasse largement, j'en suis navrée, mais je vais en plus continuer à dépasser. Mais je pourrais parler aussi de la façon dont, évidemment, puisqu'on parle de temps, eh bien, le numérique est devenu absolument indispensable aujourd'hui pour gérer des chantiers d'une complexité tels que la fondation du Vuitton, tels que, je ne sais pas, le Louvre à Abu Dhabi. On gère des processus, on gère des équipes, on gère même, j'avais vu, c'était très beau, une conférence de directeurs techniques pour Guéritech, pour la Fondation Louis Vuitton, chef de projet,
qui montrait qu'on avait pu calculer le poids, enfin la résistance des fameuses tuiles de verre, là aussi, en cas d'incendie, pour accepter, pour supporter le poids d'un pompier. Donc on va jusque-là dans la vie d'un bâtiment. Et ça, on en parlera peut-être plutôt demain. Je reste sur mes questions d'automatisation et de quantification. Et d'une certaine façon, ce temps de la quantification et de la maîtrise absolue, à mon sens, vient finalement rendre effective cette utopie de la quantité que le groupe radical Archizoom avait théorisé dès 1971, d'une ère du pur quantitatif, dans laquelle l'architecture cesserait de penser le qualitatif pour, et je cite Archizoom, accepter la logique même de la production. C'est une ère de la prédiction et de l'automatisation, où l'architecture se fait contrôle et maîtrise de la matière par le biais de procédures numériques. Et je vous montre ici un travail, un zoom, un travail d'un architecte australien qui s'appelle Roman Snooks, qui travaille à MIT. Et lui s'érige justement contre cette pure quantification, cette pure automatisation, cette précision absolue, puisque justement, ce qu'il dit, c'est que finalement, les architectes qui se saisissent des outils numériques ne feraient que reproduire en fait leurs besoins et leur envie et leur tendance au contrôle explicite lié à des outils justement qui permettent de maîtriser et de quantifier. Pour lui, la modélisation paramétrique, l'optimisation, la recherche de formes répondent à une recherche d'équilibre des systèmes. Alors, je vous dirais, en architecture, c'est plutôt souhaitable, mais en même temps de contrôle précis, d'une tendance à vouloir opérer de façon prédéterminée. Lui défend l'emploi des algorithmes génératifs qui ouvrent la possibilité d'une architecture dynamique, à nouveau, fondée sur des comportements, et notamment des comportements matériaux, des principes d'émergence et une auto-organisation localisée des systèmes qui sont ouverts, complexes et non linéaires. On voit donc à nouveau au sein du mouvement des architectes qui se saisissent des outils numériques se reformer des marges et des franges, finalement, comme dans tout mouvement, avec des dissensions sur la nature et l'ambition et l'enjeu de cette architecture. On va donc se distinguer des architectes qui prédisent, qui recherchent, qui prônent la recherche d'une volatilité inhérente au processus, comme Roland Snooks, mais comme aussi Alessandra Sec, j'y viendrai, et qui font de la résistance à l'équilibre des systèmes et à la normativité le dernier bastion d'une subjectivité architecturale à l'ère du quantitatif. Donc les dernières tentatives de réinstaurer la figure de l'auteur, de réinstaurer le qualitatif dans le processus architectural. Changeons donc de plan et regardons plus précisément au-delà de la maîtrise de la chaîne conception-fabrication, les modèles intellectuels sur lesquels se fondent donc ces pratiques et ces approches qui se veulent réalistes, qui se veulent empiricistes, et tentons de spéculer sur leur opérativité possible dans l'espace social et politique, puisque si on parle là d'objets, on parle d'artefacts, on parle de structures relativement limitées, en fait, quand on est architecte, on parle de bien d'autre chose. Il ne s'agit pas uniquement de se limiter à cette petite échelle. Donc, ces outils, ils ont, comme tous les outils, comme tous les systèmes, disons, une portée politique, une portée symbolique. Les algorithmes génératifs et autres systèmes dynamiques discrets, dont les automates cellulaires, dont les systèmes multi-agents, permettent aujourd'hui aux architectes d'approcher les théories de la complexité, qui viennent des sciences, et de comprendre et de simuler des phénomènes d'émergence à partir d'interactions locales concrètes, et cela doit bien avoir une portée autre que celle simplement de produire des artefacts aussi précieux et intéressants soient-ils. C'est que ces processus prétendent se fonder sur les propriétés mêmes de la matière. Ce que vous voyez ici, Fibrous House, on est vraiment dans l'étude de la nature fibreuse de certains muscles. Ils en explorent l'auto-organisation. Il y a des architectes qui donc vont regarder comment réagissent par exemple les essaims d'oiseaux, les bancs de poissons, vont s'intéresser à vraiment des comportements matériels au sens premier. Justement, cette idée d'auto-organisation, ils vont explorer avec cette idée qu'à la même cause puissent correspondre plusieurs effets. C'est bien ça la causalité non linéaire, c'est qu'on ne peut pas déterminer qu'une cause aurait un effet précis et systématique.
Les mécanismes rendent possible des effets contingents, donc non nécessaires et non prévisibles, comme par exemple des mutations génétiques ou des ruptures de symétrie. Les résultats de ces logiques dynamiques d'auto-organisation, parce qu'ils sont le fruit de processus de différenciation permanente de la matière par récursion à l'identique, c'est propre de l'ordinateur, ça n'existe pas dans le réel, la récursion à l'identique, mais l'ordinateur, oui, peut le faire. Ils se font sur des causalités non linéaires, donc ils dépassent les possibles prévus par l'axiomatique et par simplement l'intellect de l'architecte, aussi brillant soit-il. Dans la veine de ce qui est appelé de façon un peu trop large et un peu trop imprécise le biomimétisme, les architectes vont donc explorer, comme je le disais, des modèles d'intelligence collective, des comportements matériels, la cristallisation, par exemple les radiolaires, etc. En cela, ils sont assez fidèles à toute une lignée d'architectes qui l'ont fait depuis le début du XXe. Et ils vont penser notamment des rapports coévolutifs entre sous-systèmes et systèmes qui fassent émerger, à travers les échelles, des propriétés nouvelles. C'est notamment le cas de la chercheuse Alicia Andrasek, qui, avec son studio Biothing, a développé depuis plusieurs années des projets à multiples échelles, alors là aussi du bijou au territorial, hein, qu'elle définit, et je cite, comme des champs synthétiques formés par la négociation de multiples agents. Et je vous montre simplement ce qu'est un cellulaire automata parce que je vais y venir, et tout le monde n'a pas en tête parce qu'on ne s'en sert pas tous les jours, mais elle s'en sert, et donc ce sont des systèmes discrets. Il y a les automates cellulaires ici, les systèmes multi-agents, la programmation orientée objet, qui ont tous la particularité de se fonder sur l'interaction locale d'éléments logiques discrets, distribués et redondants. Et ce qu'en dit Andrasek, et je cite, c'est que cette façon de traiter l'information, donc à partir de ces systèmes, s'approche au plus près de la façon dont l'information est traitée par les organismes vivants. Donc il y a vraiment cette idée d'une simulation au plus près du vivant. Et elle file la métaphore biologique, Andrasek, jusqu'à dire qu'elle opère au niveau de la soupe primitive du corps. La soupe primitive, c'est donc un terme tiré de la biologie. Andrasek exploite pleinement les capacités granulaires des outils de simulation actuels. Vous voyez encore un autre projet de recherche. Hein. Et ces agents sont les nouveaux blocs de construction qui permettent de générer des formations matérielles synthétiques. Elle défend d'ailleurs le fait que le travail de l'architecte aujourd'hui s'origine à l'échelle du grain de sable ou de poussière, c'est ce nom. Elle cite la beauté des dunes, qui justement sont des organisations de grains de sable, comme un modèle de complexité à atteindre, et son intervention ne se situe dès lors plus dans l'échelle spatiale, l'échelle de construction spatiale, mais elle manipule plutôt, et je cite à nouveau, le plus petit grain des courants et de la lumière, de la chaleur, de la vapeur ou de la friction. La physique des processus matériels complexes, tels que ici l'érosion, la sédimentation ou la fonte des glaces, peuvent désormais être non seulement simulés, donc étudiés par les scientifiques, mais peuvent aussi, selon Andrasek, être encapsulés dans la construction physique, comme dans ce projet de terminal portuaire, donc qui n'a jamais été réalisé, vous vous en doutez, dont l'organisation finale est donnée par un système dynamique d'érosion d'une masse par une population d'agents. Alors on voit vraiment, quand vous voyez le programme qui tourne, on voit cette population d'agents qui vient vraiment éroder un bloc plein fait de strates, et d'où, au final, à la fois l'organisation, on va dire la peau du bâtiment, mais aussi tous les systèmes de déplacement au sein de ce bâtiment, qui sont donc vraiment un bloc creusé et comme mangé par cette population d'agents. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est que cette approche augure enfin d'une architecture qui travaille de concert avec le monde matériel, dans une perspective réellement écologique, qui tienne compte des phénomènes physiques, des phénomènes biologiques, des phénomènes chimiques, subtils, et à l'échelle territoriale. Je ne sais pas, l'érosion d'une dune, à nouveau, enfin, je ne sais pas, des écoulements dans un port, que sais-je. Et on peut donc désormais établir un rapport au contexte qui ne soit plus réductionniste, qui ne soit plus réducteur, qui ne soit plus juste celui que notre intellect et nos outils d'analyse traditionnelle nous permettent d'établir, mais au contraire, et je vous montre un type de simulation à nouveau développé par un architecte pour étudier la mer Baltique, eh bien, dans ce projet, il tient compte, et je vais vous citer l'intégralité des paramètres dont il tient compte, des forces vitales qui jouent un rôle, alors dit vital, mais aussi parfois conflictuel, et donc il prend en compte les variations de température, les dynamiques atmosphériques, la pression barométrique,
les caractéristiques morphologiques du site, les courants, les écoulements et concentrations de polluants, les dynamiques écosystémiques de la biomasse aquatique, la faune et les populations humaines, les activités commerciales de la région, telles la pêche, le commerce et le transport. Donc on voit bien que le contexte n'est plus soit naturel, soit uniquement artificiel, mais il est bien cet assemblage de toutes ces forces, évidemment conflictuelles pour la plupart. Comme l'écrit la théoricienne Jane Bennett, la prise en compte de ces forces et de ces agentivités non humaines dans la pensée de notre environnement, de notre monde, nous concerne tous. Pourquoi? Parce qu'il s'agit pour elle d'accueillir les effets réellement politiques sur nous, humains, mais aussi au-delà de ces effets, de ces forces, d'y porter attention, parce que dans le cas de l'architecte, pardon, de les intégrer donc, au processus d'analyse, mais aussi au processus de projet, parce que selon elle, c'est donc le passage obligé si l'on veut parvenir au verdissement de l'économie, à la redistribution des richesses, au renforcement et à l'affirmation de droits de chacun. Donc ça nous impacte tous, y compris nous humains. Cette rematérialisation de l'architecture, telle qu'on la voit rapidement aujourd'hui, est fondée sur les notions d'assemblage et d'émergence, qu'on a rapidement balayées, des notions qui semblent bien être au cœur d'une redéfinition politique et écologique de notre discipline. Ce qui apparaît en somme, c'est que les architectes pourraient aller au-delà de la géométrie, travailler directement sur la matière, en activant et manipulant les milliards de particules que sont les agents numériques. Mais le rapport au matérialisme ne se limite pas à cette insistance sur la proximité, voire la confusion entre le processus génératif architecturaux et ceux vivants ou matériels. Ce rapport au matérialisme, il est, et rassurez-vous, j'arrive à la fin, il est à trouver dans la nature, la valeur et les qualités conférées à ces agents numériques qui peuplent les systèmes complexes, à ces unités, puisque ce n'est rien d'autre que des unités logiques qu'on charge avec des qualités particulières, avec aussi capacités à répondre à des stimulations. Et donc il s'agit donc d'interroger ce que sont ces agents numériques, ces particules logiques. Donc ce que je disais, c'est qu'à nouveau, ce sont des éléments logiques discrets qui répondent à des règles extrêmement simples de comportement. Par exemple, dans le Cellular Automata, si la cellule d'à côté est vivante, donc blanche, la cellule d'à côté peut devenir, elle, morte, donc noire, ou inversement. Vous faites une ligne, vous faites deux lignes. À chaque ligne, il y a une série de cellules en plus, et chacune réagit en fonction de l'état des cellules environnantes, au-dessus, en dessous et sur sa même ligne. Donc vous comprenez qu'il s'agit en fait de systèmes d'interaction hyper locaux, hyper simples, mais qui, de ligne en ligne, génèrent des motifs, en l'occurrence des patterns, comme si on veut avoir un langage cybernétique, extrêmement complexe, qu'il n'est pas possible de prédire à partir de ni des qualités des agents initiaux, ni des lois extrêmement simples qui leur sont appliquées. Alors c'est ce type de système que l'on qualifie aussi de bottom-up, un terme qu'on emploie aussi à peu près pour tout, notamment en architecture, et puis des fois même c'est participatif. Donc à partir de ces interactions locales, le système se développe et développe à différents niveaux des qualités qu'il n'avait pas au niveau antérieur. Ces agents sont, dans une certaine mesure, ce qui nous permet de reconnecter ces recherches numériques à une généalogie qui, elle, ne l'est pas, qui, de Laurie Collet à aujourd'hui, repensait l'architecture à partir d'éléments discrets, justement, de l'élément générique auquel était conférée une valeur particulière. Déjà, contre l'apriorisme kantien, l'architecte et ingénieur spécialisé dans la morphologie structurelle David George Emerich écrivait en 1965 dans Technique et Architecture, et je cite, « Pour définir un espace, la nature des éléments n'a pas d'importance. Seul compte la situation entre les éléments, c'est-à-dire la structure topologique de leur groupe. L'espace est distribution. » Donc finalement, ce qui étaient ces agents, ce qui étaient ces éléments premiers, ces éléments discrets, n'avait pas grande importance. Ce qui comptait, c'était les interrelations entre ces éléments. On semble renouer ici, 50 années avant les expérimentations algorithmiques, avec le matérialisme atomiste qui, de Démocrite à Épicure, puis de Lucrèce à Giordano Bruno, a fondé l'origine du monde sur une dynamique d'agrégation d'atomes, de particules premières, ces petites particules, les plus petites particules connues à l'époque, qui, comme les agents numériques d'aujourd'hui et comme les éléments génériques d'Emerich, étaient pensés comme étant invisibles, immuables, alors pas Emerich, ils ne sont pas invisibles, mais les agents numériques d'aujourd'hui, oui, insécables, mais pas indivisibles. Dans le matérialisme atomiste d'Épicure, la formation de la matière est expliquée par le clinamen,
qui est la capacité des atomes à dévier spontanément de leur route quand ils tombent dans le vide et à s'agréger. Et Lucrèce, dans De la nature des choses, qui est publié au Ve siècle, écrivait que, et je cite, « Par l'épreuve qu'ils font de tous les genres d'union et de mouvement, les atomes, en arrivant à se grouper soudainement en des ensembles qui forment l'origine de ces grandes masses, la terre, la mer, le ciel et les êtres vivants. Pour Emmerich, comme aujourd'hui pour Roland Snooks et Alexandre Grasek, les formes se construisaient d'une manière autonome, régies par leurs propres lois souveraines, par une sorte d'autoconstruction, allant du simple au complexe, mue par leur propre virtualité. » Alors on voit revenir le virtuel, mais d'une façon bien différente de la façon dont il a été employé dans les années 90, qui est plus proche de la valeur que lui donnait Deleuze, qui était bien une forme de dépliement de la vie, de dépliement de la matière, et non pas juste cet espace parallèle. Point, ligne, surface, volume, réseau. La forme, pour Emmerich, n'étant que la résultante de l'organisation propre de la matière, l'architecture se définit alors comme un espace cristallin, et je le cite, au sein d'un espace, comme un agrégat cristallin au sein d'un espace connectif, marqué par la contiguïté et la répétitivité d'un même élément invariable qui, de pli en ourlet, aboutit aux agglomérats et aux conglomérats que sont ces empilements qui, eux, étaient habités, pensés pour être habités. Comme aujourd'hui, le processus de création d'Emmerich était articulé à une opérativité plus large dont il ambitionnait qu'elle embrasse l'espace social et politique. Le projet d'Emmerich était que la croissance modulaire devienne le mouvement d'autoconstitution de l'espace social, et les logiques de morphogénèse et de connexité et d'assemblage étaient transférées à l'échelle humaine. Mais alors que les technologies auxquelles avait accès Emmerich ne lui permettaient pas de traduire effectivement sa dynamique morphogénétique au-delà de l'échelle structurelle, restant, selon Patrice Ceccarini, prisonnière d'une dynamique organique élémentaire, première, incompatible avec ce qui est le propre de l'organicité urbaine notamment, eh bien, les architectes d'aujourd'hui, ceux qu'on a vus, eux, possèdent les outils qui permettent directement de matérialiser leurs recherches. Les Roland Snooks et Alexandre Grasek d'aujourd'hui ont entre les mains des outils autrement plus performants qui mettent toutes les puissances d'agir au sein d'un même domaine. Et nombreux sont ceux qui, comme Andrasek, attribuent une opérativité politique à ces processus rematérialisés et non hiérarchisés. Cette idée de l'assemblage, elle traverse les échelles. Elle n'est pas que celle de l'assemblage d'un élément comme ça, qui est juste un élément décoratif. Elle prend pour eux une toute autre portée, comme par exemple pour François Roche, qui va, lui, dans ce projet d'urbanisme génératif qui intègre les sentiments et les taux de phéromones de ses habitants dans la production d'habitat, eh bien, ils vont leur donner, on va dire, un pouvoir à ces systèmes d'agrégation, un pouvoir qui est celui de la multitude, comprenez-le au sens politique de la multitude, une nouvelle pensée universelle rendue opératoire par le recours aux systèmes abstraits. Ils attribuent une même valeur ontologique aux différents opérateurs du projet. Ainsi, le vent, comme l'homme, en vertu de sa position spécifique dans un assemblage, est pensé comme capable de générer une différence, de faire advenir des choses, de devenir une force décisive dans la catalysation d'un événement. Et je conclus, rassurez-vous, quand Jane Bennett nous engage à penser les assemblages complexes qui peuplent et peupleront notre monde, comme des champs ontologiquement hétérogènes, Emmanuel Delanda, lui, ne nie pas les distinctions ontologiques, mais finalement réfute l'idée même qu'il y aurait une hiérarchie ontologique qui placerait l'homme en son centre ou en son apex. Ce n'est pas tant la différence entre sujet et objet qui est niée que la reconnaissance d'une matérialité partagée qui fonderait notre monde, comme chez Lucrèce et Démocrite, et qui donc se trouve affirmée. Si partager une conscience de notre appartenance donc à ce même substrat matériel, viscéral et inextricable au monde, ne peut que nous engager à agir de façon plus mesurée et plus vitale, il nous faut aussi questionner notre propension à externaliser tant nos capacités cognitives que nos systèmes normatifs à des dispositifs computationnels qui implémentent l'idée d'émergence. Il nous faut discerner et critiquer ce que sont ces dispositifs computationnels, comment ils opèrent, et sur quel biais humain, comme je le disais, ils sont fondés, pour comprendre ce qu'ils injectent dans le réel. Il le faut d'autant plus que l'on perçoit que coïncident dans certains discours d'architecte computationnelle des principes méthodologiques intrinsèques au dispositif numérique avec une conception ontologique.
Ainsi, discrétisation et corrélation, émergence et assemblage semblent s'articuler à une conception relativiste du monde, contre la quête d'autonomie qu'aurait incarnée la modernité, vision caricaturale, il faut le dire. Donc aujourd'hui, il privilégie l'empirisme sur toute capacité d'abstraction et de théorisation, qui ne considère pas autre chose que la multitude, et il se propose dès lors de penser un monde uniquement de façon émergente ou bottom-up. N'y a-t-il pas là, et ce sera ma conclusion, dans cette adoption du point de vue unique de l'élément discret, dans la lignée d'un matérialisme atomiste, des conséquences politiques pour l'architecture en premier lieu? N'y a-t-il pas une même tentation totaliste, pour citer Franck Varenne, qui aboutirait dans une fragmentation généralisée et dans une incapacité corollaire à penser l'universel? Voilà, je m'excuse, c'est extrêmement long. Je vous remercie.